Bonjour et merci d'être avec nous pour cette After Fuel matinale bien dosée, comme on aime vous les préparer chez Génie Climatique Magazine. Alors après la thermodynamique et la biomasse, il est temps de savoir ce que nous réservent les énergies fossiles. Comment se réinventent-elles pour garder leur place dans la rénovation énergétique des logements entre biofuel, méthanisation, hydrogène? On en parle tout de suite avec industriels et installateurs. Ils sont autour de notre table. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir répondu présent pour ce dernier débat de notre After Fuel matinal. Éric Lély, vous représentez la filière fueliste. Oui. Alors il se trouve que le calendrier fait plutôt bien les choses, ou pas, c'est vous qui allez me le dire, puisque demain entre en vigueur ce fameux décret qui interdit l'installation d'une chaudière si elle émet plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Est-ce que ça veut dire que le fioul est mort, Éric Lély? Bonjour Anne-Sophie. Non, le fioul n'est pas mort du tout. Alors d'ailleurs, que dit ce décret? Effectivement, il interdit l'installation de chaudières qui émettent plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est le cas effectivement des chaudières au fioul traditionnelles 100% fossiles, puisqu'ils émettent 329 grammes de CO2 par kilowattheure, donc un peu plus que le seuil maximum. Mais le décret n'interdit absolument pas le fonctionnement ou la réparation des chaudières au fioul aujourd'hui installées. Donc toutes les chaudières, et il y en a plus de 3 millions en France, environ 3 500 000 logements équipés d'une chaudière au fioul, ça représente un peu plus de 10 millions d'habitants qui se chauffent au fioul, c'est 12% de l'ensemble des logements, donc c'est la troisième énergie en France. Donc je voudrais d'abord rassurer les consommateurs, leur chaudière au fioul n'est pas interdite le 1er juillet. Voilà, ils pourront continuer à utiliser du fioul, le fioul d'aujourd'hui, ils pourront continuer à réparer leur chaudière tant qu'elle fonctionnera, changer le brûleur, effectuer toutes les réparations qui seront nécessaires. Simplement, le jour où il faudra changer la chaudière pour mettre une nouvelle chaudière, eh bien là, ils devront installer une chaudière compatible biofuel. Voilà. C'est ça, se posera la question du biofuel. Absolument. Voilà. Et donc c'est la réponse de notre profession à ce décret qui autorise explicitement l'utilisation de biocombustibles liquides à partir du moment où les chaudières qui utilisent ce biocombustible liquide émettent moins de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, avec la FF3C a été depuis 4 ans un peu leader sur ce projet. On n'a pas attendu le décret pour travailler sur un projet de biofuel, décarbonation du fuel domestique pour arriver sur un produit émettant moins de CO2. Donc on y travaille depuis 4 ans avec la filière agricole, avec les constructeurs de matériel de chaudière, avec les pétroliers pour arriver aujourd'hui à la mise sur le marché. On attend juste le dernier décret d'autorisation de mise sur le marché de ce biofuel, mais qui est prévu pour les jours à venir. Donc un produit qui émet moins de 300 grammes de CO2 par kilowattheure, puisqu'aujourd'hui le biofuel F30. Et c'est quoi le biofuel F30? Oui, c'est bien de le préciser, puisque tout le monde n'est peut-être pas au courant, pour vous qui nous regardez. C'est quoi le biofuel F30? C'est un fuel domestique qui contient 70% de fuel fossile et 30% d'ester méthylique d'acide gras, c'est-à-dire de bio, fait essentiellement à partir d'ester de colza. Produit essentiellement en France d'ailleurs, de l'agriculture française. Et donc ce biofuel avec 30% d'ester de colza permet de réduire les émissions de CO2 en dessous de 280 grammes de CO2 par kilowattheure, donc largement en dessous du seuil maxi de 300 grammes. Donc le F30 vous permet de continuer de poser des chaudières. Voilà, donc pour les chaudières, je précise, dont les devis sont signés à partir du 1er juillet 2022. Donc, ces chaudières biofuel et les constructeurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont déjà prêts avec des chaudières compatibles biofuel. Et le produit va arriver sur le marché là. Donc les consommateurs pourront continuer à utiliser du fuel domestique qui sera un fuel domestique plus vertueux puisqu'il émettra moins de CO2 et surtout il sera compatible avec le nouveau décret. Alors avant de laisser la parole aux constructeurs et notamment à BDR Therméa France, Pascal Housset, comment elle vous perturbe cette mesure sur le terrain, ce décret d'interdiction d'installer du fuel
qui émet plus que 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, ça ne perturbe pas la profession, simplement ça nécessite un accompagnement des professionnels pour la mise en place de ces nouvelles technologies et en prenant soin aussi de l'environnement de la chaudière, à savoir le stockage du fuel, l'alimentation du fuel entre la cuve et la chaudière, où il y a quand même des préconisations à faire. Donc nous, bien évidemment, à l'UMGCP, notre rôle, c'est d'accompagner nos adhérents et nos chauffagistes, nos artisans, et c'est le rôle des organisations professionnelles, c'est d'accompagner nos artisans vers ces dispositifs de façon à ce que ça soit mis en œuvre de bonne manière et que le consommateur se retrouve avec un système qui fonctionne parfaitement bien. Alors, on s'est préparé, puisqu'on travaille, je dirais, conjointement avec la FF3C en ce sens déjà depuis 2 ans, de manière, et avec les industriels, pour pouvoir avoir les solutions produits, voilà, les solutions du fuel qui permettent de répondre à ces critères. Voilà, donc c'est un travail de concert qui a déjà été lancé depuis 2 ans. Parce que le biofuel, vous, chez BDR Thermea France, vous en faites vous concevez des chaudières Alors effectivement, compatibles. nos chaudières sont compatibles depuis maintenant plusieurs années au F10, et puis à partir de maintenant, elles sont toutes compatibles F30. On avait anticipé ces variations de marché et ces contraintes réglementaires dans des logiques de complément d'énergie, et donc le fuel avait du sens, et à certains endroits, il a encore du sens, et donc il fallait effectivement suivre ce que les politiques allaient nous imposer, et donc c'est des recherches et développements qui avaient commencé il y a 4-5 ans en arrière pour fiabiliser les produits et surtout pas perdre la filière. On en parlera sur d'autres domaines tout à l'heure, mais c'est ça une des clés aussi, c'est pas de faire des systèmes disruptifs pour qu'un technicien qui vient de faire le dépannage se trouve devant confronté à une technologie qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas. Donc l'idée, c'était vraiment de faire des choses progressives. Et ces technologies aujourd'hui sont dans ce sens-là. Et puis on va aussi plus loin, parce qu'on a aussi des projets de fuel à 100% de F100. Et donc l'entreprise travaille sur des field tests déjà avec ces technologies-là pour anticiper l'arrivée d'une contrainte réglementaire dans quelques années. Oui, là, vous avez pris de l'avance, parce que si je me souviens bien, le F30, au début, c'était pas la première étape que vous attendiez, Oui. Éric Lévy. Oui, tout à fait. On avait commencé à travailler sur 2 produits, le F10 et le F30. Voilà. Le F10, il est un peu morné, puisqu'il émet plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Il passe pas le seuil. Il passe pas, oui. Notre idée, c'était de commencer par du F10, et puis d'ici 1 an ou 2, de basculer au F30. Bon, l'arrivée du décret a un peu bousculé le calendrier. Et donc, on est passé directement au F30. Je dois préciser que la norme AFNOR qui définit les caractéristiques du F30 a été publiée début juin. Donc, tout le travail qui a été fait en amont de recherche, développement, d'essais terrain et d'essais avec le CETIAT est arrivé donc à la constitution de cette norme AFNOR qui a été publiée. Donc le produit aujourd'hui, ses caractéristiques sont parfaitement définies. Les modes d'utilisation, les préconisations de mise en œuvre sont définies aussi. C'est ce que disait Pascal Housset. Et puis, il ne reste plus qu'à attendre la signature de l'arrêté de mise sur le marché du F30. Qui doit être signé par le ministre. Bon, actuellement, il y a eu un petit changement ministériel. Donc voilà. C'est un peu bizarre d'ailleurs que ça n'arrive pas de concert avec. C'est un peu bizarre. Donc, oui, on peut le dire. On peut le dire, en retard. Oui, tout à fait, ils sont en retard. On leur a signalé que là, il faut quand même qu'ils se dépêchent à signer. S'il faut aller leur tenir le stylo, il n'y a pas de problème. Mais c'est demain, quoi. Et puis, je rebondis sur ce que dit BDR. L'avenir, le F30, c'est une étape qui va aller progressivement à terme vers le F100, avec sans doute une étape intermédiaire du F50, F55 pour coller avec l'objectif de l'Union européenne, la Fit for 55, voilà. F55 avec un peu plus de 50% d'ester des bagues, d'ester de colza ou d'autres. Et on travaille aussi avec la filière agricole là-dessus, donc il n'y a pas de problème de ressources particulières sur le F50 à terme, mais qui devra. Et donc on a démarré aussi des essais avec le CETIAT, avec Uniclimat, le partenariat Uniclimat, les constructeurs, pour commencer à tester ce F50. Il sera sans doute l'étape intermédiaire. Vous la prévoyez quand dans le calendrier? En fonction de l'évolution de la réglementation, voilà, du durcissement qu'on peut prévoir. Donc,
peut-être d'ici 3-4 ans. D'ici 3-4 ans déjà F55 et le F100 du coup Le F100, on sait qu'il y aura l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, donc c'est peut-être à cet horizon-là qu'on passera au F100. Ouais. Pascal Doucet, le biofuel, ça parle aux usagers finaux, aux particuliers? Il y a une attente. En fait, lorsqu'il y a eu l'annonce un peu brutale, à un moment donné, qui avait été faite sur finalement un arrêt brutal du fuel, il a fallu beaucoup de pédagogie, à la fois vis-à-vis du consommateur final, pour expliquer les choses, et aussi vis-à-vis de la profession, vis-à-vis de la filière. Donc c'est ce qu'on a fait depuis l'annonce, et finalement aujourd'hui, on a pu faire passer des messages. Donc beaucoup de consommateurs sont en position d'attente, ils attendent qu'effectivement le décret soit là et puis que les produits soient disponibles. Donc là, nos installateurs vont pouvoir être force de proposition auprès de leurs consommateurs, puisque c'est des solutions qui ont du sens, notamment en milieu rural, où souvent on a des réseaux malheureusement électriques qui ne sont pas forcément dimensionnés pour permettre d'autres solutions. Donc la solution fuel a encore du sens, et sur des bâtiments où il y a besoin de se chauffer de bonne qualité. Alors, le gouvernement ne fait pas que la chasse au fioul, mais aussi au chauffage au gaz, en tout cas à ce gaz naturel, et encore plus depuis la guerre en Ukraine, où l'énergie perd des points, si ce n'est dans le cœur des Français, au moins aux yeux du gouvernement. Olivier Sténuy, comment on s'adapte quand on est un industriel tel que BDR Therméa France, qu'on propose du fioul et qu'on propose du gaz? Voilà, c'est quoi l'étape d'après? Alors l'étape d'après, ça va d'abord être de combiner les énergies. Clairement, c'est pas de passer de l'une à l'autre, et on pourrait être très disruptif et être copain avec Caterpillar et on écrase tout et on refait un nouveau réseau, un nouveau bâti. C'est pas vrai, les choses se font de façon progressive. Donc on va écraser doucement le CO2 vers l'âge 2, clairement, et ça c'est notre volonté. Mais l'âge de l'hydrogène. L'hydrogène, pardon. Mais coupler des solutions de biofuel avec un système solaire thermique ou avec une pompe à chaleur adaptée à l'endroit où on est. Les limites aussi des financements, parce qu'un usager qui a une résidence secondaire au fuel ne rentre pas dans les primes et il va peut-être difficilement faire le ticket de 30 ou 40 000 euros pour une pompe à chaleur géothermie ou une pompe à chaleur aérothermie, et qui va demander encore d'avoir un accès au fuel. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin aussi de développer ces technologies-là. Sur la partie gaz, là, les contraintes sont beaucoup plus fortes parce qu'elles sont souvent liées à l'environnement dans lequel on est. Si vous êtes dans le centre-ville de Paris, ça va être compliqué d'aller mettre partout des groupes de pompes à chaleur. Il y a la problématique de mise en œuvre, de positionnement, mais il y a aussi la problématique du brouhaha, parce que quand vous avez des groupes qui tournent. Et donc nous avons travaillé sur d'autres technologies, et donc l'idée était de décarboner ces flammes, de trouver une solution technologique pour enlever une partie non négligeable du CO2 que le gaz va générer. Et donc, une des technologies est évidemment de travailler avec de l'hydrogène, donc de le fabriquer à la demande et de l'injecter dans la machine. La famille hydrogène, vous avez 3 grands mondes en fait. Il y aura des réseaux purs, une partie en mélange. Puis une autre solution, c'est de le faire localement à la demande. C'est une électrification de la flamme. Comment vous faites pour produire localement cet hydrogène? En fait, on va utiliser un vecteur électrique. En fait, c'est une flamme électrique. Vous allez utiliser de l'eau qui vient du générateur, que vous allez électrifier pour séparer l'oxygène et l'hydrogène qui la contient. Et vous allez mélanger ça avec du gaz et vous allez injecter dans le générateur. Les chaudières sont typiquement toutes capables d'avoir un pourcentage d'hydrogène. Et si vous achetez aujourd'hui une chaudière gaz, quoi qu'il se passe, durant sa vie, les 15 ou 20 ans qu'elle a devant elle, elle verra obligatoirement des gaz de nature différente. Ça pourrait être des biométhanes, ça peut être des biogaz, ça peut être évidemment des gaz naturels historiques, et puis évidemment des ajouts d'hydrogène. Mais on est vraiment dans un changement, et pareil, on ne peut pas rêver instantanément de supprimer tout le gaz. Vous avez des industriels qui ont des process qu'ils doivent respecter. Il y a des contraintes de tertiaire. On parlait tout à l'heure de grosses pompes à chaleur. Elles ne sont peut-être pas non plus adaptées. Et l'idée, c'est surtout pas de mettre en confrontation ces technologies-là. Si on prend le mix gaz, on voit qu'on a 20% des usages qui sont facilement électrifiables. Et on ne se pose pas de questions. On met des inducteurs, on met de l'effet Joule, on met une pompe à chaleur, c'est parfaitement adapté. De l'autre côté de la règle, il y a quelques pourcents où on ne peut pas. Des process industriels qui ont des flammes, qui sont designés pour ça, on ne peut pas faire autrement. Puis dans le milieu, il y a toute la salle de jeu là où on peut électrifier des machines. Dire en clair, on va utiliser toujours le vecteur gaz, mais on va, si j'ai beaucoup d'électrons, d'électricité verte, eh bien fabriquer plus d'hydrogène et venir décarboner nos flammes.
Donc vous, cette solution-là dont vous nous parlez, cette production locale d'hydrogène, vous l'imaginez dans du collectif typiquement Oui, en rénovation de chaudières murales gaz ou en complément même. En complément. C'est-à-dire, ça pourrait être électrifié des parcs. On a eu beaucoup d'aides pour changer les chaudières THPE, qui la plupart sont compatibles 20%. Il y a 9 millions de chaudières gaz en France. Vous imaginez si j'électrifie toutes, le plan carbone CO2, il est atteint tout de suite. Et on n'a pas besoin de faire des choses compliquées et complexes comme on aime souvent faire chez nous. L'idée là, c'est de faire des choses progressives. Sur un tertiaire, on peut aussi venir électrifier une chaudière avec un brûleur gaz soufflé ou un brûleur intégré. C'est-à-dire que cette technologie, elle n'est pas disruptive. Elle est facilement déployable. Il faut juste s'y mettre et puis acter qu'il y a des endroits où le gaz, on va le conserver. Et puis l'électrification montera en puissance au fur et à mesure. Et évidemment, à terme, on peut rêver d'avoir des réseaux pur H2. Dans ce cas-là, l'électrolyse locale n'a pas de sens et on va profiter d'un gros électrolyseur adapté à la mobilité ou un process industriel et on va capitaliser les usages. Et derrière, vous aurez des petits écoquartiers autour de l'hydrogène. Donc oui, on y croit beaucoup et on est en pleine action pour ça. L'hydrogène chez les installateurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Non, c'est pas quelque chose qu'on redoute, bien au contraire, ça a été dit. Nous, au contraire, on s'y intéresse bien évidemment. Toute la filière et nos adhérents, nos installateurs sont souvent d'ailleurs demandeurs, on le voit lorsqu'on fait nos congrès ou nos événements, on est souvent très questionné sur l'hydrogène. Donc il y a une attente là-dessus, puisque comme ça a été dit, ça permet finalement de conserver des parcs clients également et de pouvoir adapter les systèmes avec le temps. Voilà. Donc c'est quelque chose qui non seulement nous intéresse, mais on sait qu'on va passer par ces solutions. Voilà, si on veut continuer à travailler sur le territoire. Ça semble quand même très technique. J'ai l'impression qu'il faut... c'est presque une usine à gaz, si je me permets. Mais voilà, ça s'adresse à des professionnels initiés et un peu technophiles, non? Je ne crois pas. Ok, pas très du bien. Tout. Pour moi, la filière pompe à chaleur nécessite des vrais spécialistes. L'hydrogène est un gaz. Et comme n'importe quel gaz, il suffit de le mettre dans un brûleur et de le brûler. Il faut juste que nous, à la conception, on ait fait un équipement qui corresponde au code de la profession. Évidemment qu'on pourrait faire des systèmes technologiques compliqués pour se faire plaisir. Si au bout, il n'y a pas d'utilisateur, pas d'installateur, et que je perds la filière, ça n'a aucun sens. Donc, tout n'est cahier des charges, c'est un chauffagiste, 24 décembre, 16h, sous le stress du repas du soir, doit absolument pouvoir remettre le système en service, que les gens aient de l'eau chaude et du chauffage. Donc, c'est notre responsabilité à la conception de faire un produit qui corresponde évidemment à la profession. Donc, c'est pas dangereux. Ouais. Quand on parle biofuel, quand on parle hydrogène, vient souvent la question du prix, parce que ce sont des énergies qui peuvent coûter cher. Comment on adapte son discours et comment on convainc les utilisateurs? Alors aujourd'hui, toutes les énergies sont chères et ont beaucoup augmenté. Oui. Le fuel domestique... En 2021, son prix moyen était autour de 90 centimes le litre. Au premier trimestre 2022, on est monté à 1,40 € et actuellement, on est plutôt autour d'1,60 € selon les régions. Ça, c'est lié à la guerre en Ukraine, évidemment. Il n'y a pas que le fuel domestique qui augmente. Les prix du gaz sur le marché de l'importation ont été multipliés par 6. Donc, ça aussi, il y a le bouclier tarifaire du gaz, donc les consommateurs ne le ressentent pas trop pour l'instant, mais toutes les énergies ont augmenté. Alors le biofuel, il est un petit peu plus cher que le fuel domestique aujourd'hui. Il sera un petit peu plus cher, de l'ordre de 15 à 20% de plus que le prix du fuel domestique. On attend un geste fiscal de la part du gouvernement, parce qu'il faut inciter les consommateurs à passer au biofuel, et on sait que... Disons que ça aide le marché, c'est voilà, sûr. Ouais. Déjà avec un prix du fuel qui est cher, rajouter encore sur le biofuel, c'est pas évident si on veut faire décoller le marché. Donc il faut qu'il y ait une incitation pour faire décoller le marché. C'est l'objectif de nos débats. On arriverait à obtenir un prix du biofuel sensiblement équivalent au prix du fuel domestique. Voilà. On se dit que si on n'a pas cette incitation, ce sera compliqué de mettre en place de façon... Enfin,
de façon importante, quoi, voilà. Et techniquement, est-ce que faire accepter du biofuel à des chaudières déjà en place, ça nécessite pas aussi beaucoup de changements Ah oui, alors on peut, bien sûr, il y a les nouvelles chaudières, donc ils vont être équipées au biofuel, mais il y a aussi les chaudières existantes qu'on peut transformer en chaudières biofuel. Alors peut-être que BDR en parlera mieux que moi, mais il y a les brûleurs, finalement, il faut changer le brûleur, nettoyer la cuve, mettre une ligne d'alimentation en monotube au lieu de bitube et faire attention aux matériaux de cette ligne d'alimentation. Hein, mais c'est pas très compliqué et c'est pas très cher. Et c'est beaucoup moins cher de passer d'une chaudière fuel à une chaudière biofuel que de changer sa chaudière ou de mettre un autre système de chauffage. Voilà, c'est un avis que vous partagez, Pascal Housset, sur ce... Oui, alors en partie, oui, lorsque ce sont des chaudières fuel relativement récentes, bien sûr. Récentes, oui. Bien sûr. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est vrai que là où il peut y avoir des écarts majeurs d'investissement, c'est en fonction des typologies de cuves et de réseaux et des complexités que ça peut avoir pour modifier cette partie-là. Donc c'est là où souvent la carte va jouer, c'est sur cette partie, non pas sur l'équipement par lui-même finalement, mais plutôt sur les périphéries. L'hydrogène, souvent on dit que c'est pas très rentable. Vous répondez quoi à ça? En vrai, c'est effectivement l'image qu'il a aujourd'hui. Alors la logique qu'on cherche à faire, c'est de décarboner. Oui. Donc en fait, on change le prisme. On n'est pas dans une logique d'économie d'énergie instantanément, c'est dans une logique de décarbonation. Tant que j'ai pas de taxe carbone et tant que j'ai pas de contrainte carbone, évidemment que vu de loin, ça n'a pas de sens. Ça devrait arriver vite, ce genre de... en théorie. Oui. Donc nous, c'est aussi de regarder nos enfants en disant qu'est-ce qu'on fait pour eux demain, tout en gardant les usages. Donc oui, l'électrolyseur a un coût, mais si on fait le coût d'exploitation, par exemple, en utilisant un réseau classique d'Enedis, le surcoût mensuel de la partie gaz et de la partie électrique, c'est à peine 2% d'écart. Donc je peux décarboner d'une trentaine de pourcents les émissions de CO2 pour un surcoût qui est somme toute relativement raisonnable. Ensuite, l'électrolyseur, lui, va se financer, donc soit au travers d'une taxe carbone, qui est la première des volontés, soit pour un bailleur, par exemple, qui souhaite, lui, électrifier son parc, mais il ne peut pas le faire avec des pompes à chaleur. Donc la solution de repli sera au travers de l'hydrogène et de cette production locale. Restent les montages financiers à mettre en place. On est quand même très en avance. On est sur des technologies que l'on a montrées depuis quelques mois pour donner envie et avoir le retour de la profession. Parce que c'était une de nos grandes inquiétudes. C'est que si on développe une technologie géniale, mais qu'on n'emmène pas la filière avec nous, et les politiques non plus, ça ne servait à rien. Donc c'est aussi ça. Reste maintenant à monter ces mécanismes carbone pour pouvoir financer ces équipements à relativement court terme. Oui, c'est ça. Une fois que les installateurs sont de votre côté et ils semblent bien partis, maintenant, il va falloir faire de la pédagogie auprès de notre administration. Ouais. C'est en cours. On en a rapidement parlé. Le gaz, il évolue aussi vers du biogaz, méthanisation, méthanation. Vous y croyez, vous, Pascal Housset, vous qui venez de Seine-et-Marne? Oui, alors là, pour le coup, j'ai un exemple local. Effectivement, comme je suis implanté en Seine-et-Marne, on a eu rapidement, et depuis quelques années déjà, un développement de sites de méthanisation qui fonctionnent merveilleusement bien. On regrettait pendant un moment, on voyait un ralentissement sur tout le territoire national de cette méthanisation. Et là, il y a eu le feu vert, une accélération. Alors bien sûr, les événements en Ukraine, ils sont pour beaucoup. On a pu indiquer que si on arrive à développer ce qui est dans les tuyaux, c'est le cas de dire, en attente aujourd'hui d'acceptation pour les nouveaux sites de méthanisation sur tout le territoire, on permettra allègrement de couvrir le gaz russe qui nous est fourni à hauteur de 17% pour mémoire. Donc oui, on y croit. Et c'est un argument qui marche auprès des consommateurs. Oui, tout à fait. Alors il fonctionne bien, notamment quand on en a, je dirais, à côté, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de circuits courts finalement et du bio. C'est vrai que ça parle au consommateur final, donc on peut visuellement, il peut imaginer à quoi correspond. D'ailleurs, quand on leur dit que aujourd'hui, c'est ce que tout à l'heure BDR, c'est que aujourd'hui on dit mais votre chaudière, elle fonctionne déjà au biogaz, mais vous le savez pas, vous ne vous rendez pas compte, mais elle fonctionne déjà avec du biogaz. Donc les gens le découvrent souvent, ils ne pensent pas, et dit demain vous pouvez avoir un équipement, effectivement, ça évoluera. Ce qui arrivera dans le tuyau, c'est toujours un tuyau de gaz, mais avec des molécules peut-être un peu différentes en fonction du temps. Donc oui, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt bien perçu et rassurant pour le consommateur. Et puis là, on se réjouit effectivement qu'il y ait une accélération des sites de méthanisation, et je pense que ça va permettre de continuer
continuer à valoriser les solutions gaz. Alors à la fois les chaudières THPE dont on croit beaucoup encore, notamment en chaudières individuelles en immeuble collectif, parce que là, comme ça a été dit, on va aller pas plugger comme en Asie des pompes à chaleur sur les murs de façade. Je pense que surtout sur les beaux bâtiments haussmanniens. Ça serait pas très esthétique, au niveau phonique peut-être pas terrible non plus. Et puis ça va permettre aussi de continuer à développer les solutions de packs hybrides, au même titre qu'on a les packs hybrides fuel, les packs hybrides gaz, qui permettent là aussi, là où ça a du sens, de pouvoir implanter ce type de solutions techniques avec, rappelons-le, au niveau des professionnels. Aujourd'hui, on a plus de 1000 professionnels qui ont pris la mention PG, donc pack hybride, donc sont des spécialistes pour ces systèmes-là, qui ont l'expertise à la fois sur la partie pompe à chaleur, mais aussi sur la partie chaudière, avec tout l'aspect sécurité des installations. Donc la filière est vraiment mobilisée, et les installateurs au sens large, et les organisations professionnelles sont mobilisées en ce sens, de former, de monter en compétence les installateurs pour pouvoir mettre rapidement et efficacement en place ces technologies. Vous devancez un peu ma question. J'allais vous demander, est-ce que pour survivre, pour que le gaz et le fuel survivent, il faut hybrider? Est-ce que c'est une des réponses possibles? Oui, ça fait partie j'ai envie de dire, de l'éventail de solutions. Trop souvent, on veut cloisonner les systèmes, ou dire, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui du two-pack, on met de la pompe à chaleur partout. On sait très bien que ça a ses limites. Ça a ses limites parfois techniques d'implantation, parce que ce n'est pas possible d'implanter un système, soit parce que les réseaux électriques ne le permettent pas. Rappelons-le, au milieu rural, c'est pas possible d'implanter. Ça a été dit tout à l'heure pour les solutions biofuel. Et puis, on a aussi des systèmes, encore une fois, en collectif où on peut pas installer. Donc, il faut un panel. Par contre, de pouvoir hybrider, ça permet aussi de couvrir la pointe hivernale. On voit bien qu'en production, on a des besoins avec le développement en plus de la mobilité, parce que finalement, aujourd'hui, l'énergie est très liée à la mobilité. Donc, on voit bien que cette pointe hivernale, elle va encore s'accentuer au niveau de la consommation, des besoins électriques, du fait de la mobilité qui est de plus en plus électrifiée également. Donc la solution hybride permet finalement de passer ce cap et accompagne cette transition énergétique. Donc ça a du sens à tous les étages, j'ai envie de dire. Encore faut-il que le dimensionnement ou le taux de couverture soit un peu affiné. Je crois que c'est un peu en débat. C'est le sujet du moment, puisque on est en pleine discussion justement avec notamment la DGEC et le ministère. On n'y était pas plus tard qu'hier, justement sur ces sujets. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez dit? Puis, nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est d'obtenir un 40-70 en fait en termes de taux de couverture en hybride, qui permet tout à fait logique. Alors, ça a de l'intérêt, ça a du sens, parce que ça permet d'avoir des équipements d'abord qui sont bien souvent fabriqués en France ou du moins en Europe, parce que c'est des pompes à chaleur plus petites, plus faciles justement techniquement à implanter. Ça permet de gérer la pointe hivernale, on l'a dit tout à l'heure, et ça a un intérêt économique aussi, parce que aujourd'hui on voit bien qu'avec l'augmentation quand même des équipements, des matériaux, lorsqu'on a un système hybride, bien souvent on est quand même moins cher qu'une two-pack électrique, notamment quand il y a aussi la production d'eau chaude sanitaire, et donc on peut plus facilement positionner un système, notamment en gaz, d'enlever une chaudière à gaz murale et de mettre ainsi un équipement hybride, et ce qui fait que le reste à charge est moindre pour le consommateur, avec le niveau d'aide tel qu'on les a aujourd'hui, parce qu'on n'oubliez pas qu'on a une chute quand même des certificats d'économie d'énergie. Prime Rénov qui a été un peu revalorisé, ça a été plutôt une bonne chose, c'était à notre demande. Dès fin 2021, on avait 1000 points d'alerte de l'effet ciseau, augmentation des matériaux et baisse des aides. On risquait d'avoir une chute finalement de la massification de cette rénovation énergétique. Voilà, et puis dans un environnement aussi, bien sûr, on veut prôner la FFB, en tout cas on prône aussi la rénovation globale dans le bâti, parce que c'est bien de changer les équipements thermiques, mais il faut aussi penser à l'isolation des bâtiments. Et là où la PAC hybride a tout son sens quand vous pensez à une rénovation... Oui, parce que la PAC hybride, en fait, on va aller de moins en moins utiliser la partie effectivement gazeux ou fuel, et travailler un peu plus avec la pompe à chaleur, plus l'isolation va être performante. Donc ça a du sens pour décarboner finalement. Dernière question avant de passer aux questions de nos internautes. Une question que je vous pose à tous les trois. Comment vous voyez l'avenir? Comment le biofuel et l'hydrogène, mais aussi le biogaz, vont trouver leur place
chez les Français. Voilà, Éric Lely, est-ce que si vous aviez à ouvrir votre boule de cristal? Nous, on pense qu'à terme, le fuel 100% fossile, d'ici une dizaine d'années, sera terminé. Il n'y aura plus de fuel fossile, il n'y aura plus que du biofuel F30, puis le F50, et à terme, dans 15 ans, F100. Donc c'est vraiment la voie, hein, le développement. Après, le marché, la consommation de fuel, elle va continuer à se réduire et on croit aussi beaucoup à l'hybridation. Hein. Il faudrait qu'il y ait des aides pour hybrider les chaudières existantes. Hein. Finalement, c'est très... Oui, parce que pour l'instant, il faut déposer. Il faut déposer, oui. Et, je trouve ça dommage. Quelqu'un qui a acheté une chaudière il y a 5 ans qui marche très bien, une chaudière THPE, qui voudrait avoir un matériel hybride, il serait obligé d'enlever sa chaudière qui marche très bien, qui est récente, pour mettre une pompe à chaleur. Enfin bon, c'est un peu débile. Donc nous, on croit à ces systèmes et au mix énergétique, finalement, hein, qui a toute sa place. Le tout électrique, ça nous paraît une aberration, et que sur le marché des énergies en France, il y a la place pour le mix énergétique et l'hybridation, que ce soit fuel pompe à chaleur, gaz pompe à chaleur, puis hydrogène. Voilà, l'hydrogène qui devrait arriver. Alors déjà, l'hydrogène est déjà là. Exactement. Parce qu'il y a, en sortie des méthaniseurs, il y a à peu près 2% d'hydrogène qui circule déjà dans les réseaux. Donc il y a déjà l'hydrogène. Effectivement, on va pouvoir le compléter localement. On pourra aussi avoir des réseaux pur hydrogène. Il y a quelques zones en France qui sont en train d'apparaître, hein, d'écosystèmes. Et puis si on va un petit peu plus loin, hein, c'est que on peut vite faire un parallèle entre le monde de l'automobile et le monde de la maison. L'hybridation, il y a une marque japonaise qui l'a fait il y a X années derrière, et à l'époque, ils ont quand même bien défriché. Puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu totalement naturel. Il y a un autre fabricant français qui a présenté un véhicule qui est pour moi absolument génial, où il a combiné de l'électricité et de l'hydrogène. Ça a absolument du sens. La maison fera pareil. Et ce vecteur hydrogène, parce que c'est pas le gaz en tant que tel, c'est qu'on a aussi d'autres intérêts avec cette technologie, c'est qu'on peut faire du déphasage intersaisonnier, on peut fabriquer de l'électricité, pas que de la chaleur. Donc on vient de rentrer dans une nouvelle ère énergétique au travers de l'hydrogène. On est au tout début, hein, du jeu. La combustion était le plus facile à adresser, mais derrière, on arrivera sûrement à terme à des maisons autonomes, ou du moins à gérer, à mutualiser les usages énergétiques sur un canton électrique. Et l'hydrogène sera un des vecteurs forts de cette stabilisation énergétique. C'est la maison de 2030, Pascal Housset, c'est ça, ou 2050? Oui, tout à fait. D'où l'intérêt, en tout cas pour nous, professionnels du génie climatique, de continuer à travailler aussi en recherche et développement avec les industriels, avec les énergéticiens. Donc c'est un travail de filière de longue haleine, mais sur lequel, bien évidemment, il faut qu'on soit mobilisé. Voilà, c'est notre marché d'aujourd'hui et de demain à venir. Allez, merci. On va passer tout de suite aux questions des internautes qui nous suivaient sur ce débat. Alors, on a beaucoup de questions, notamment autour du fuel. On nous dit avec la flambée du fuel, le F30 était annoncé à 10% plus cher. Qu'en est-il aujourd'hui? Ne devons-nous pas craindre une taxe carbone sur le fuel basique? Alors, on y a un peu répondu, mais oui, voilà. Oui, tout à fait, oui. Alors, je pense que le contexte économique fait que je ne crois pas trop à une nouvelle taxation des produits pétroliers pour en rajouter en plus. Hein. Ouais. L'inflation, enfin, je pense que le moment n'est pas bien choisi. N'est pas bien choisi, voilà. Et puis, alors je voudrais dire quand même, c'est la première fois que le prix du fuel dépasse les 1 euro. C'est-à-dire que le prix du fuel, le fuel domestique en général, c'est une énergie peu cher, à peu près au niveau du prix du gaz, et souvent et a toujours été inférieur à 1 euro. Là c'est vraiment des conditions, des circonstances exceptionnelles, hein, avec la guerre en Ukraine, qui fait que il n'y a pas que le fuel, mais toutes les énergies fossiles flambent. Hein, mais l'électricité aussi, parce que pour faire l'électricité, il n'y a pas que le nucléaire. Hein. Il y a le gaz, et on voit même qu'on revient au charbon. Hein, donc toutes les énergies, le prix de toutes les énergies augmente. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, oui, le prix du biofuel par rapport au fuel, c'est environ 10 à 15% de plus.
sauf à obtenir, et c'est ce qu'on va demander, une incitation fiscale pour faire démarrer le marché, quoi, pour amener son prix auprès du fioul. Une question pour vous, Olivier. On nous dit le gaz vert existe, l'hydrogène viendra après, finalement, non? Pourquoi est-ce qu'on se focalise pas sur ce gaz vert? Alors, en tout cas, c'est la somme des deux qui est intéressante. Et le gaz vert, on en a besoin, et heureusement que les méthaniseurs avaient démarré. La méthanation, hein, c'est la réaction du CO2 de ces méthaniseurs avec de l'hydrogène, donc on a déjà un bout d'hydrogène à cet endroit-là. Et après, autant au bout, chercher à aller jusqu'à l'efficience absolue et de décarboner un gaz neutre. Et donc de fabriquer de l'hydrogène en local sur un biogaz a du sens, parce que vous êtes en train d'utiliser une chaleur rapide, forte, compacte, que la profession connaît. Et en plus, je la décarbone. Donc je pourrais presque être un puits de carbone sur une énergie carbonée. C'est quand même plutôt remarquable. Pascal Housset, vous êtes d'accord avec ça, que l'hydrogène c'est déjà là? Oui, j'ai envie de dire c'est déjà dans les tuyaux, mais sans jeu de mots. Mais en fait, là, on est dans cette idée, et la finalité, ça a bien été indiqué tout à l'heure, c'est que finalement, à partir du moment où nous, on a une alimentation qui arrive sur une machine que nos installateurs mettent en œuvre, l'idée, voilà, c'est d'avoir la bonne énergie qui arrive au bon endroit, et après l'équipement, ça sera à nous de jouer pour mettre en œuvre ces nouveaux équipements. On me demande combien de temps pourrait être stocké le fuel F30 dans une cuve. Effectivement, c'est une question qui revient de temps en temps quand on parle avec les installateurs. Alors, dans les préconisations techniques qui vont être diffusées aux installateurs, le délai de péremption, c'est 6 mois. Hein, le temps maximum de conservation, c'est 6 mois. En même temps, c'est un peu comme le délai de péremption des yaourts. Hein. Il y a toujours une marge de manœuvre entre la date de péremption du yaourt et puis sa date de consommation possible. Voilà. Donc 6 mois, c'est la date préconisée, en fonction des conditions de stockage, hein, parce que ça, c'est important. Selon comment, enfin, pas qu'il y ait trop de variations de température, selon comment est la cuve, ça pourrait se stocker un peu plus longtemps. Mais voilà. Mais disons que la préco, c'est 6 mois. Il y a peut-être quelque chose qui va venir perturber votre communication, que ce soit fuel, gaz. C'est cette fameuse loi climat qui a été votée l'année dernière, en 2021, qui nous dit que la publicité pour les énergies fossiles va être interdite. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, 24 août. Voilà, vous l'avez mieux en tête que moi, 24 août 2022. Je crois que le gaz a eu un petit supplément jusqu'à 2023. Comment on fait du coup pour communiquer sur ces équipements, que ce soit vous ou que ce soit aussi un installateur qui va faire la pub des équipements qu'il pose? Alors le décret, je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein, donc on ne connaît pas bien le contour. Encore un qu'on attend, c'est ça? Voilà, encore un qu'on attend. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas communiquer sur le biofuel en lui-même en tant qu'énergie, puisque l'intérêt du F50, c'est qu'on pourra communiquer, on ne pourra communiquer que sur des énergies qui contiennent plus de 50% de renouvelables. Donc on pourra communiquer à terme sur le fuel F55. D'accord. Et on ne pourra pas communiquer sur le fuel F30. Par contre, dans ce qu'on sait du décret, c'est qu'on pourra communiquer sur les matériels qui peuvent utiliser du fuel F30. Donc la communication sur le matériel n'est pas interdite. Ok. Sur les chaudières, sur les packs hybrides, etc. Voilà. D'accord, très bien. Donc, ça nous oblige à réorienter notre communication différemment et à plus parler de matériel que du produit lui-même. C'est sûr. Pourquoi n'y a-t-il pas d'aide sur l'installation des chaudières biofuel, sachant qu'il sera composé de 30% de colza? Voilà, ça c'est encore une question qu'on a posée très rapidement. Je pense que ce que je disais, c'est qu'il faut de l'incitation, quoi. Il faut de l'incitation. L'incitation, je pense, c'est plus sur le prix du biofuel et sur la réduction du différentiel de prix entre fuel et biofuel, donc l'incitation fiscale sur la part bio. Et puis moi, je crois à une incitation sur l'hybridation des chaudières biofuel qui pourrait être bien. Voilà. Oui, encore une fois, ne pas penser une seule techno, mais voir la solution. Il y a toujours des C2E sur les chaudières fuel THPE. D'accord, ça existe toujours. Ça existe toujours, oui. Pascal Housset ? Oui, alors sur ce qui est dit sur l'hybridation, nous avons fait une proposition, d'ailleurs pas plus tard qu'hier, justement, sur l'hybridation. C'est-à-dire qu'on considère que avec le biogaz, le biofuel, ça a du sens de maintenir des équipements récents qui sont déjà THPE avec un certain niveau de rendement, de performance, et que ces équipements puissent être équipés d'une hybridation avec une pompe à chaleur qui permettrait d'avoir des aides, PrimeRénov' ou C2E,
les deux cumulés, sans avoir à en retirer l'équipement en place. Voilà. Avec des critères, hein, bien évidemment. Voilà. Donc c'est une proposition que nous avons faite avec nos partenaires du Ce qui serait d'ailleurs un non-sens et environnemental et même pratico-pratique, parce que vous manquez de temps sur le terrain aussi. Alors il y a ça, mais pas que. C'est-à-dire où on est dans une période justement où on dit qu'il faut faire attention au recyclage des matériaux, etc. Ça serait un non-sens de dire on met à la casse des produits qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont récents, parfois qui sont d'abord économiquement, on a quand même des consommateurs qui sont encore en train de payer des financements de cet équipement qu'ils ont posé il y a peu de temps. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui peut faire son chemin. Il faut simplement, là aussi, faire de la pédagogie, même avec le législateur, pour expliquer que ça a un sens aussi économique et écologique. Mais j'ai l'impression que la pédagogie et la communication autour du grand public, des pouvoirs publics, mais aussi de la filière, est une part importante à cette prise en compte. Il y a une remarque pour l'hydrogène. Les réseaux d'hydrogène pour la France sont pratiquement inexistants. Ce ne sera pas possible avant 50 à 100 ans. Ça, c'est sûrement pas la réalité. En fait, aujourd'hui, vous avez des grands pôles de l'hydrogène qui vont apparaître autour d'usages industriels. Et c'est autour de ces usages-là que vont apparaître une partie pour le bâtiment. Il ne faut pas oublier que dans le plan hydrogène de l'État, le bâtiment n'avait pas été tracé. Oui, on parle énormément d'hydrogène pour la mobilité, pour les transports, un peu pour l'industrie, mais alors le bâtiment, pas du tout. Pas du tout, parce que la pompe à chaleur est la technologie qui convient bien de façon macro. Maintenant, dans le détail, c'est moins vrai. Et la logique, c'est que vous avez pris les émissions de CO2 et les grands pôles. Si on revient sur ces notions de réseau, il ne faut pas non plus passer dans la logique idiote d'avoir un gaz fabriqué pour faire un réseau et dont le coût global et la filière de rendement est complètement catastrophique. Bien sûr. Donc il faut vraiment mutualiser les usages. Ensuite, il y a une notion importante pour moi dans la partie décarbonation, c'est qu'aujourd'hui, on parle tous de projets, d'économie, quoi que ce soit, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est gagner des économies de CO2. Et moi, il y a un chiffre que je rêve de voir apparaître, un chiffre adimensionnel, qui à chaque fois que j'ai investi 1 euro, j'ai gagné combien de kilos de CO2 ? Bien sûr. Et sur un projet, c'est ça qu'on devrait tous faire demain. Et d'un seul coup, ça mettrait les bonnes technologies ensemble et pas face à face. C'est-à-dire mutualiser un solaire thermique avec une technogaz, biogaz et un hydrogène à côté. C'est peut-être celui qui a le plus faible investissement pour un résultat important de CO2. Oui. Et ça, c'est une chose que l'on doit tous faire ensemble en ce moment. Et quand on pitch les utilisateurs, les particuliers, sur cette logique de décarbonation et du coût du kilo de CO2 économisé, on voit d'un seul coup, on sort du cadre basique, j'investis tant pour... et le ROI, il est de combien ? On est vraiment dans une logique disant... Voilà, on a commencé à éduquer les gens sur la problématique CO2. Moi, j'ai le bilan carbone de votre installation. Et puis, on n'est peut-être pas responsable de ce que nos grands-parents et parents ont décidé, mais on est responsable de ce qu'on fait maintenant. Et on le fait pour nos petits quand même. Et là, on a de l'énergie pour ça. Il faut que la technologie, elle nous aide, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis, on retiendra surtout une chose, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Il faut voir la complexité, la complémentarité que peuvent apporter toutes ces belles technologies. Merci à vous qui nous avez suivis durant toute cette matinée d'After Fuel. Bien évidemment, les échanges sont à retrouver en replay très vite sur notre site internet et sur notre page LinkedIn. Et puis, vous retrouvez également un dossier complet sur l'After Fuel dans le numéro de rentrée de Génie Climatique Magazine. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bel été et une très belle journée. À bientôt.